Il y a des noms qu'on préférait ne jamais avoir à prononcer, des histoires qu'on aimerait pouvoir effacer. Celle de Warren Jeffs en fait partie. Un homme qui a utilisé la religion comme arme, la foi comme prison et le pouvoir comme licence pour commettre les pires crimes qui soient. Voici son histoire. Tout commence avec son père. Rulon Jeffs dirige une organisation appelée l'Église fondamentaliste de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qu'on abrège en FLDS. C'est la branche la plus extrême du mormonisme. Une communauté religieuse qui s'est développée en marge du christianisme en s'appuyant sur la Bible pour créer ses propres principes. Le mot-clé ici est extrême, parce que ce que pratique la FLDS n'a plus grand-chose à voir avec une religion ordinaire. C'est une organisation fermée, dirigée d'une main de fer par un prophète que la communauté croit infaillible, immortel, capable de lire dans les âmes et de guider ses fidèles avant la fin du monde imminente. Ce prophète, c'est Rulon Jeffs. Et son fils, c'est Warren. La FLDS est principalement active dans deux zones. Salt Lake City et surtout Short Creek, une ville reculée, difficile d'accès, colonisée par les membres de la communauté qui y ont tout construit. Des maisons, des fermes, des boutiques, leur propre caserne de pompiers, leur propre service de police, une société dans la société, volontairement coupée du monde extérieur. Depuis sa création en 1929, la polygamie est légalisée et considérée comme une pratique divine au sein de la FLDS. Plus un homme possède de femmes, plus son degré de divinité augmente, et plus sa place au paradis sera élevée. Pour les femmes, le rôle est simple et brutal, épouser l'homme désigné par le prophète et s'occuper des enfants. On leur dit que leur mari les guidera au paradis. C'est la raison pour laquelle elles obéissent. Les mariages sont organisés par le prophète lui-même. Dès qu'une femme est considérée comme suffisamment mûre, elle est présentée au prophète qui l'assigne à un homme de la communauté. Et quand on dit suffisamment mûr, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de foi, de sérieux dans les croyances. Ce qui signifie que des préadolescentes pouvaient être mariées à des hommes bien plus âgés, des mariages illégaux, des mariages forcés, des mariages avec des mineurs. C'est dans ce monde que Warren Jeffs a grandi. Né en décembre 1955 à Sacramento, Warren est l'enfant préféré de Rulon. Né prématurément, 8 semaines avant terme, son père y voit un signe. Et très vite, Warren se distingue par son intelligence. C'est un excellent élève, brillant, méthodique. Il deviendra comptable et travaillera principalement pour son père, qui à cette époque possède plus d'une 60aine d'épouses et une 30aine de fils. Mais très tôt, les frères de Warren remarquent que quelque chose ne va pas. Dès son plus jeune âge, il isole régulièrement ses sœurs pendant des heures pour abuser d'elles. Un signal d'alarme que personne dans ce monde fermé n'a ni la volonté ni les outils pour traiter. En 1966, Warren devient directeur de l'Alta Academy, un établissement privé de Salt Lake City contrôlé à 100% par la FLDS. Un endroit conçu pour que les enfants de la communauté grandissent exclusivement sous l'influence de la secte. Les livres du monde extérieur y sont retirés. Des pages de manuels scientifiques sont arrachées quand elles contredisent les croyances de la communauté. Chaque ouvrage doit être analysé et approuvé par Warren avant d'intégrer la bibliothèque. Il enseigne les mathématiques, l'histoire et la théologie. Par ses élèves, il est décrit comme extrêmement strict. Et il profite de sa position pour faire des avances à ses élèves, garçons et filles confondus. Pendant ce temps, Rulon vieillit et sa santé décline. Warren en profite pour accumuler de plus en plus de pouvoir, prenant les décisions à la place de son père, tout en faisant croire à la communauté que ces décisions viennent du prophète lui-même. En 2002, Rulon Jeffs décède. La communauté est déstabilisée. Pendant des années, on leur a dit que leur prophète était immortel, qu'il allait rajeunir, et il vient de mourir comme n'importe quel homme ordinaire. Warren va exploiter cette vulnérabilité avec une habileté redoutable. Des discours soigneusement construits, des mots choisis, des images religieuses. Il ne faut pas longtemps pour qu'il s'impose comme le nouveau prophète. Et dès cet instant, tout change.
Si sous Rulon, la communauté vivait dans un cadre certes étrange et abusif, mais conservait une certaine liberté de mouvement et des moments de joie collective, sous Warren, tout se resserre. Internet, la radio, la télévision sont interdits. Certaines couleurs de vêtements, dont le rouge, sont bannies. Les armes de chaque membre sont confisquées. Des fidèles de confiance fouillent régulièrement les maisons à la recherche d'objets jugés illégaux par la secte. Le mot s'amuser devient interdit. Les émotions doivent être effacées. Les membres doivent aller dans le sens du prophète, toujours sans hésitation. Warren reprend également les épouses de son père, la majorité d'entre elles. Parmi ces femmes, sa propre mère et celles qui l'ont élevé enfant. Pour consolider son contrôle, Warren a une vision. La terre va prendre feu. L'apocalypse arrive. Et le seul endroit qui sera épargné, c'est Short Creek. Il rassemble donc tous ses membres là-bas. Beaucoup vendent leurs entreprises à l'extérieur pour s'installer définitivement dans cette ville reculée. Le but réel est limpide, les enfermer dans un espace contrôlé pour mieux les surveiller. Des caméras sont installées dans toute la ville. Les déplacements de chaque membre sont enregistrés. Leurs habitudes, leurs fréquentations, leurs moindres faits et gestes sont notés. C'est une surveillance totale exercée sur une communauté de plus de 10 000 personnes. Mais des fissures commencent à apparaître. Des membres envoyés sur des chantiers à l'extérieur de Short Creek découvrent le monde extérieur. Des téléphones, des journaux, des cinémas, et certains commencent à réaliser que ce n'est pas eux les gens bizarres. C'est d'où ils viennent. Des femmes malheureuses, mariées de force à des hommes qu'elles n'ont pas choisis, cherchent des issues. L'histoire d'une jeune fille de 15 ans incarne tout ça. Mariée de force à un homme qui abuse d'elle régulièrement, elle planifie son évasion pendant des semaines. Elle sait que la surveillance se relâche le dimanche matin. Un dimanche, elle fuit. Par miracle, elle atteint une vraie ville, loin de la FLDS, et raconte tout aux autorités. C'est le début de la fin pour Warren Jeffs. La police commence à enquêter sérieusement. D'autres membres fuient et témoignent. En janvier 2004, lors d'une fouille dans un ranch en Utah, les enquêteurs retrouvent des notes manuscrites de Warren dans lesquelles il décrit son attirance pour une fillette de 13 ans. Il y écrit lui-même que si on savait tout ce qu'il avait fait, on le pendrait aux arbres. L'enquête s'accélère. En mai 2004, Warren Jeffs est ajouté à la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI, aux côtés de Ben Laden. Il est accusé d'être le chef d'une secte polygame de plus de 10 000 membres, d'avoir organisé des mariages forcés impliquant des mineurs, d'avoir agressé des garçons et des filles. Des vidéos de lui en plein acte sont retrouvées lors de fouilles dans ses repères et serviront de preuve au procès. Warren Jeffs prend la fuite. Il voyage entre différents refuges de la FLDS, se faisant le plus discret possible, n'apparaissant dans la communauté que pour des occasions particulières comme des mariages. En 2006, lors d'un contrôle de routine près de Las Vegas, une voiture est arrêtée. À l'intérieur, Warren Jeffs, il ne cherche pas à fuir. Le policier le reconnaît immédiatement. Sur lui, des perruques et une dizaine de téléphones portables. Il est arrêté, incarcéré dans l'attente de son procès. En prison, Warren commence à se décomposer. Il fait des grèves de la faim et perd énormément de poids. Il s'agenouille pendant des heures, parfois des jours entiers, jusqu'à développer des hernies. Il se cogne la tête contre les murs. Le personnel pénitentiaire doit surveiller chaque objet qu'on lui donne, car avec n'importe quoi, il tente de se blesser. En 2011, le verdict tombe. Warren Jeffs est condamné à plus de 100 ans de prison pour de multiples agressions sur des mineurs qu'il qualifiait lui-même de fiancés spirituels. Des centaines de preuves, images et vidéos retrouvées dans ses nombreux repères ont scellé son sort. Après son incarcération,
beaucoup de membres ont éprouvé un immense soulagement. La FLDS s'effondrait. Certains ont pu quitter la communauté et reconstruire une vie. Un processus difficile car ils avaient grandi coupés du monde, sans codes sociaux ordinaires, avec une éducation limitée. La plupart ont dû tout réapprendre, étudier, s'intégrer dans ce qu'ils appelaient autrefois le monde extérieur. Mais certains membres de la FLDS attendent encore le retour de leur prophète. En 2024, des fidèles croient toujours que Warren Jeffs reviendra un jour. Ils vivent dispersés aux États-Unis, maintenant leur mode de vie, leur foi, leurs croyances. L'histoire de Warren Jeffs est celle d'un homme qui a compris que la religion peut être la plus redoutable des armes. Pas parce qu'elle menace le corps, mais parce qu'elle s'attaque à quelque chose de bien plus difficile à défendre. La liberté de penser. Si cette vidéo vous a interpellé et que vous voulez en savoir plus, sur Netflix, une mini-série très bien réalisée qui couvre toute cette histoire en détail. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment.